Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le jour 5 de mon calendrier de l'Avent. Dans cette vidéo c'est encore une affaire criminelle que nous allons traiter, une affaire criminelle qui s'est passée autour de Noël, donc le lendemain plus précisément le 26 décembre. Et c'est l'histoire de la petite John Bennett Ramsey qui était donc une mini-miss qui a été assassinée. Donc le 26 décembre 1996, soit le lendemain de Noël, la petite fille John Bennett Ramsey est portée disparue. Patsy, sa mère, appellera la police en déclarant qu'il y a une lettre qui est une demande de rançon de 118 000 $. Donc elle reporte la disparition de sa fille en annonçant ça. Donc John Bennett Ramsey, donc la petite fille qui a disparu ce soir-là, il faut savoir qu'elle avait 6 ans à l'époque. Elle est née le 6 août 1990, donc ses parents sont John Ramsey et Patricia Ramsey, et elle a également un frère, Burke, qui est né lui en 1987, donc ils ont 3 ans d'écart. Le père, John, lui a été marié une première fois et de cette union étaient nés 2 grands enfants qui ne vivaient plus avec eux à l'époque des faits. Lui travaille chez Access Graphics, donc qui est une société d'informatique. Et Patsy, elle, sa mère, l'inscrit beaucoup, est très impliquée dans son parcours de mini-miss. Et d'ailleurs, John Bennett remporte beaucoup de concours et se fait très vite une place dans le monde des mini-miss. Elle est donc assez connue comme mini-miss et sa disparition fera grand bruit. Donc on retourne le 26 décembre, après l'appel de la mère Patsy, donc qui a appelé la police en déclarant avoir une lettre de la rançon. Les policiers arrivent sur place et découvrent alors que la scène de crime a été bien polluée. En effet, dans cet intervalle de temps, les parents ont appelé beaucoup de leurs proches pour signaler la disparition de la petite et des allers-retours assez fréquents de plusieurs personnes se sont faits dans la maison où potentiellement il aurait pu y avoir plusieurs indices qui auraient pu être bien utiles à l'enquête. Donc déjà ça va ralentir beaucoup la récolte d'indices et l'enquête globalement des policiers. Et en plus de ça, quand ils lisent la lettre, ils découvrent que le ravisseur dit qu'il va appeler à 10 h, mais en fait il n'en est rien puisqu'à 10 h il n'y a toujours aucun appel. Cette lettre, je vais vous la lire et vous l'afficher même à l'écran. Monsieur Ramsey, écoutez attentivement. Nous sommes un groupe d'individus qui représentent une petite faction étrangère. Nous respectons votre entreprise mais pas le pays qu'elle dessert. En ce moment, nous avons votre fille en notre possession. Elle est saine et sauve et si vous voulez qu'elle voie 1997, vous devez suivre nos instructions à la lettre. Vous retirerez 118 000 $ de votre compte, 100 000 $ seront en billets de 100 $ et les 18 000 restants en billets de 20 $. Assurez-vous d'apporter un attaché de la taille adéquate à la banque. Lorsque vous rentrerez chez vous, vous mettrez l'argent dans un sac en papier brun. Je vous appellerai entre 8 et 10 h demain pour vous instruire sur la livraison. La livraison sera épuisante, donc je vous conseille de vous reposer. Si nous surveillons que vous recevez l'argent tôt, nous pourrions vous appeler tôt pour organiser une livraison plus tôt de l'argent et donc une livraison plus tôt de votre fille. Tout écart de mes instructions entraînera l'exécution immédiate de votre fille. On vous refusera également sa dépouille pour un enterrement approprié. Les 2 messieurs qui veillent sur votre fille ne vous aiment pas particulièrement, alors je vous conseille de ne pas les provoquer. Parlez à quelqu'un de votre situation comme la police, le FBI, etc. Entraînera la décapitation de votre fille. Si nous vous surprenons en train de parler à un chien errant, il meurt. Si vous alertez les autorités bancaires, elle meurt. Si l'argent est marqué ou altéré de quelque manière que ce soit, elle meurt. Vous serez scanné pour les appareils électroniques, si vous en trouvez, elle meurt. Vous pouvez essayer de nous tromper, mais soyez avertis que nous sommes familiers avec les contre-mesures et les tactiques d'application de la loi. Vous avez 99 % de chances de tuer votre fille si vous essayez de nous sortir intelligents. Suivez nos instructions et vous avez 100 % de chances de la récupérer. Vous et votre famille êtes sous surveillance constante ainsi que les autorités. N'essayez pas de développer un cerveau, John. Vous n'êtes pas le seul gros chat autour, alors ne pensez pas que tuer sera difficile. Ne nous sous-estimez pas, John. Utilisez votre bon sens du Sud. C'est à toi maintenant, John. Et c'est signé Victoire SBTC. Donc ça, c'est la lettre qu'ils reçoivent et donc pas d'appel à 10 h. Donc les policiers se trouvent ça assez étrange, mais ils continuent les recherches. Ensuite, vers 13 h, soit 3 heures après le supposé appel qui devait avoir lieu de la part des ravisseurs, on a le père, donc John, qui descend à la cave, enfin au sous-sol, sans raison apparente. Et c'est là d'ailleurs qu'il découvrira sa fille sous une couverture. Elle est décédée bien entendu. Elle a les bras au-dessus de la tête et du ruban adhésif recouvre sa bouche. Le père, dans un geste désespéré, prend la petite fille dans ses bras et la monte près du sapin et ça encore, ça va être un geste qui va compliquer la tâche pour les enquêteurs
puisqu'il malgré lui en fait il pollue la scène du crime et les potentiels indices qu'on aurait pu y trouver. Donc la fille n'a manifestement pas été enlevée, donc pourquoi la demande de rançon? En fait il y a plusieurs questions à ce moment-là que les enquêteurs se posent. C'est déjà pourquoi avoir écrit une lettre si la petite fille n'a pas quitté la maison, en fait à tout moment quelqu'un aurait pu la découvrir et donc il n'aurait jamais eu l'argent. Pourquoi encore une fois demander une rançon alors qu'ils l'ont bel et bien tuée? Enfin ça n'a aucun sens et surtout étant donné que la petite fille a manifestement été tuée au sous-sol, et pourquoi personne n'a rien entendu? Comment ça se fait que tout le monde n'a pas, enfin que personne n'a réagi lors de ce meurtre? Donc selon le médecin légiste, la fillette aurait été tuée entre 10 et 12 heures avant la découverte du corps, donc ça nous fait remonter vers les 1h du matin, minuit 1h du matin. Et on constate aussi qu'elle a donc un choc à la tête qui aurait pu ne pas être mortel, et aussi elle a été étranglée à l'aide d'un garrot qui est toujours présent autour de son cou et qui a été enfoncé tellement fort qu'il a même entaillé la chair de la petite. Elle aurait aussi pu subir des sévices sexuels d'après ce qu'on retrouve sur elle, puisqu'en effet on retrouve 2 ADN différents dans sa culotte, dont un qui n'appartient ni aux membres de la famille ni à la petite Joan Bennett. C'est là que la piste du pédophile est finalement soulevée par les enquêteurs, mais malgré toutes leurs théories et leurs ébauches de scénarios, il y a vraiment des points qui ne concordent pas et très vite en fait les soupçons vont se rediriger vers les parents. Déjà la découverte du corps est très suspecte puisqu'on la retrouve donc avec une couverture sur la tête qui pourrait s'apparenter à un geste de remords et un geste qu'un proche en fait pourrait faire à sa victime, et donc les parents sont suspects dans cette affaire. Lors des interrogatoires, le père paraît plus que suspect, en effet il est très détaché depuis les faits et ses réponses restent très floues. Donc on se doute bien qu'il sait quelque chose mais on ne sait pas quoi, et dans l'attente de ne pas savoir quoi, on pense que c'est lui en fait qui aurait pu tuer sa fille. Mais on reçoit des analyses graphologiques qui ont été faites sur la lettre de rançon qui avait été reçue par les parents, soi-disant par un potentiel ravisseur, et on constate qu'il n'y a aucune similitude entre les écritures de Burke ou de John, mais par contre pour ce qui est de Patsy, on retrouve plusieurs similitudes, ce qui conduit à se demander si Patsy n'aurait pas écrit elle-même cette lettre de rançon. Elle devient donc suspecte, et on apprend aussi qu'elle peut se montrer parfois un peu violente, notamment elle peut piquer des colères dû au fait que sa fille fait pipi encore au lit, et là elle peut s'énerver très fort puisque c'est quelque chose qui l'énerve beaucoup. Donc il y a un scénario qui se dessine bien par rapport à cette théorie, qui dirait que comme on l'a constaté dans les draps de la jeune fille, de la petite fille, elle se serait fait dessus en fait la nuit, et donc on ébauche un scénario qui serait qu'en fait la mère Patsy aurait été réveillée par sa petite fille qui se serait fait dessus, et dans la douche en la nettoyant elle l'aurait projetée et elle se serait cognée. À ce moment là la mère aurait sûrement paniqué et serait descendue avec Joan Bennett et aurait fini le travail en l'étranglant. Elle serait donc descendue avec Joan Bennett au sous-sol, où elle aurait mis en scène la mort de sa fille en faisant passer ça pour un enlèvement, ou alors pour un intrus qui se serait introduit dans leur maison. En tout cas, l'autopsie révèle finalement qu'il n'a eu aucun viol sur la petite fille et que la cause de la mort est par l'asphyxie doublée d'un traumatisme crânien. Donc ça appuie donc bien le fait qu'elle s'est fait frapper très fort juste avant d'être étranglée. On trouve aussi dans son estomac des ananas, donc enfin ce qui peut s'apparenter à des ananas puisqu'on trouve en fait quelque chose qui ressemble à un fruit. Et sur la table de la cuisine, on a trouvé, après, lorsque les policiers sont arrivés sur place, on trouve un bol avec de l'ananas dedans. Donc on suppose que ce serait la petite fille qui en aurait mangé. Mais cependant, aucun des parents ne peut dire qu'il a servi de l'ananas à la petite Joan Bennett. Et c'est les empreintes de Burke qu'on retrouve sur le bol de Joan Bennett. Les parents ont cependant toujours dit que le garçon avait dormi à point fermé, et donc la police commence à se poser des questions sur le fait qu'il n'y aurait pas potentiellement quelqu'un qui protégerait Burke. Donc l'enquête s'arrête plutôt là puisqu'on n'a pas vraiment de preuves. Toutes les preuves qui auraient pu y avoir en fait n'ont jamais mené à rien, et aucune personne n'a été condamnée pour le meurtre de Joan Bennett. La fillette a finalement été enterrée aux côtés de sa demi-sœur, dont une des filles que son père avait eue lors d'une précédente union et qui était morte 5 ans plus tôt dans un accident de voiture. Elle a été âgée de 22 ans et donc Joan Bennett repose à ses côtés. 6 mois après le meurtre de Joan Bennett, toute la famille déménage finalement à Atlanta,
Et la maman, donc Patsy, elle est finalement décédée en 2006, emportant ses secrets avec elle, et son père, lui, depuis, a refait sa vie. Donc malgré tout, autour de cette affaire, il y a plusieurs théories qui refont surface. Il y a bien sûr donc la théorie de la mère en colère qui aurait piqué une crise et qui par accident aurait cogné sa fille. Donc jamais l'intention de tuer n'aurait été là, mais c'est ce qui se serait tout bonnement passé et elle aurait mis en scène ça pour se protéger tout simplement. La deuxième théorie, donc qui concerne toujours un membre de la famille, ce serait la théorie comme quoi son frère, Burke, donc lui aurait servi des ananas et l'aurait frappé à la tête alors qu'elle peut-être l'embêtait ou en tout cas qu'il y a eu une dispute entre le frère et la sœur et que celui-ci l'aurait frappé. Encore là, pas dans l'intention de la tuer, mais que du coup les parents, en voyant ça en fait, la croyant morte, aurait maquillé tout ça en faisant croire que c'était un meurtre d'un intrus qui se serait introduit chez eux. Et donc la deuxième théorie, elle concerne bien la théorie de l'intrus qui aurait pénétré chez eux et qui aurait tué John Bennett, puisqu'en effet, la piste du délinquant sexuel n'est pas complètement abandonnée, puisqu'il y a quand même 38 délinquants sexuels qui vivaient non loin de chez les Ramsey, et il faut savoir aussi que dans le quartier, il y avait eu pas loin d'une centaine de cambriolages. Donc à tout moment, un intrus aurait pu pénétrer leur maison et s'en prendre à John Bennett, qui était quand même en plus, avec les concours de minimis, bien exposé. Donc potentiellement, elle aurait pu attirer des pédophiles ou des prédateurs sexuels. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, en quelle théorie vous croyez, quelle théorie vous semble la plus probable. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Si vous en voulez plus, dites-le moi aussi en commentaire. Et nous, on se retrouve demain pour le jour 6 du calendrier de l'Avent. Bisous!